Bonjour, Bonjour Missia, bonjour à tout le monde. bonjour Séverine. Comme nous vous l'avions annoncé à la fin du mois de décembre, voilà notre première vidéo des rencontres psychophilo. Et donc je m'appelle Mietia, je suis thérapeute en relation d'aide depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Et voilà, nous avons voulu avec Séverine lancer cette série de vidéos puisqu'on s'était dit que c'était une bonne idée d'assembler et la philosophie et la psychologie. Bonjour, moi je suis Séverine et pour l'instant, je suis enseignante en philosophie. J'ai fait avec Missia un parcours de formation comme thérapeute et j'ai aussi pratiqué pendant quelques années. Et Alors pourquoi est-ce que on a voulu lancer ces vidéos psychophilo? Et comme Missia, tu l'as dit tout à l'heure, c'était pour enrichir un contenu sur des questions qu'on se pose à la fois en philosophie et à la fois en thérapie. Et évidemment, on a trouvé qu'il y avait une bonne reliance à faire entre le trajet thérapeutique et le trajet philosophique. Est-ce que tu veux en dire un peu plus là-dessus? Oui, je veux bien. En fait, une des idées de départ aussi, c'était que finalement, quand quelqu'un vient chercher de l'aide dans un trajet thérapeutique, c'est qu'à un endroit de sa vie, il vit en tout cas un mal-être. Et avoir cette démarche d'aller en thérapie, c'est un peu aussi une quête du bonheur, en tout cas une recherche d'un retour à une certaine forme de bonheur. Et qu'on s'était dit aussi au départ, c'est que finalement, et la philosophie et la psychologie étaient un peu, pouvaient s'articuler autour de cette quête du bonheur. Et donc, voilà comment on peut approcher cette démarche de part et d'autre à deux angles de vue. Oui, donc la philosophie nous questionne évidemment aussi beaucoup sur ce sujet. Et ben, dans l'Antiquité, les philosophes considéraient même que la philosophie était un chemin de bonheur. C'était un chemin nécessaire de questionnement, mais aussi qui permettait de faire une forme de thérapie des passions et qui allait rendre les hommes heureux. Ça, c'est tout un Mhm. programme, la thérapie des passions. Et oui. Et donc, je voulais aussi préciser que moi, dans le parcours de vidéo qu'on va faire, je ne suis pas une experte, une spécialiste de philosophie, c'est-à-dire que je ne vais pas toujours citer précisément des philosophes, mais c'est à partir de ce qu'ils nous apportent, à partir des questions qu'ils posent, de continuer, nous, à nous interroger aujourd'hui. Donc, continuer à faire notre propre cheminement et faire notre propre parcours vers le bonheur en se questionnant avec ce qui est présent dans notre monde aujourd'hui aussi. Merci d'avoir posé ce cadre, Séverine. Euh, c'est c'est toujours intéressant de poser un cadre dans Et ce qu'on oui. fait. Euh, je ne sais pas, peut-être Est-ce- qu'on pourrait commencer par donner quelques définitions. Je sais pas, qu'en penses-tu? Oui, bien sûr. On peut définir ben, déjà la psychologie, la philosophie, hein. Mhm. Oui, pour définir la philosophie, il y a une petite histoire un peu qu'on peut raconter, hein, d'où vient la philosophie. Donc, dans la Grèce antique, il y avait 7 sages qui avaient été nommés pour diriger la cité et était venu à leurs oreilles que Pythagore, donc Pythagore qui est mathématicien mais qui à l'époque était aussi philosophe, puisqu'on on mélangeait toutes les sciences à cette époque-là, elles étaient regroupées donc était venu à l'oreille des sages le fait que Pythagore aurait prétendu être un sage lui aussi. Et donc ça ne plaisait pas, et Pythagore s'est un jour retrouvé mis en cause, et on l'a questionné, on lui a demandé s'il se considérait comme sage. Et Pythagore a répondu, je ne suis pas un sophos, mais un philosophos. Mhm. Ce qui veut dire, je ne suis pas quelqu'un qui sait, un sophos, mais je suis quelqu'un qui enquête du savoir, qui a l'amour du savoir. Et je trouve que ça définit bien cette démarche de la philosophie, d'amour de la sagesse, qui demande d'abord d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne l'a pas, que, Mhm. on n'est pas détenteur d'un savoir, et que donc, si on veut, si on désire cette sagesse, c'est bien qu'elle nous manque. Mhm.
Ça Ouais. nous montre aussi la démarche fondamentale de la philosophie qui est de se questionner, de s'étonner et de s'émerveiller devant ce qui est. Mm. C'est le fameux Thomaszein des Grecs. Et à l'inverse donc des sophos, les philosophos vont s'émerveiller devant ce qui est, se poser des questions. Et les sophos, ben, qui sait à l'époque, ça va être les sophistes évidemment, mais aussi les sages, les rois, les prêtres, les initiés, tous ceux qui considèrent qu'ils ont un savoir, qu'ils ont des choses à savoir, et c'est soit au détriment des autres, soit pour le faire croire aux autres, faire croire aux autres, leur donner leur savoir comme croyance. Mm. Et c'est vrai qu'on peut aussi avoir vite fait, hein, dans notre contexte actuel aujourd'hui, de se prendre au jeu, de penser qu'on sait les choses et on va les apprendre aux autres, on va leur faire croire que ce que nous-mêmes nous croyons, ben, c'est ce qui est vrai. C'est un peu ce qu'on va trouver aujourd'hui beaucoup dans des recettes hein, qu'on nous vend sur Internet. On a la bonne recette, on sait, d'après le problème que vous avez, ben, moi je sais par quelle étape vous devez passer, ce que vous devez faire. C'est le chemin à suivre, suivez-le, achetez-le et essayez, ça va vous guérir. Alors qu'en fait, il y a une forme de grande humilité, je pense, dans l'approche thérapeutique. Hein. Missia, Mhm. tu confirmeras ou tu infirmeras ce que je dis, mais qui est que, ben non, en fait, on ne sait pas, on est aussi en recherche. Et ce parcours thérapeutique va demander à chacun de se recréer une vision du monde, de changer l'angle de vue et de voir les choses autrement, de recréer soi-même. Mais il n'y a pas une recette donnée d'avance. Oui, oui, j'aime ce lien qui peut être fait avec la philosophie, justement, de se laisser questionner. Donc, si on peut se laisser questionner, arriver en thérapie et se rendre compte par toutes sortes de cheminements, justement, de prise de conscience que, en réalité, je peux observer le monde d'une façon différente aussi et d'une façon qui est totalement unique et individuelle à qui je suis ici et maintenant. Et ça peut encore changer au cours de la vie en plus. Donc, c'est, c'est ça aussi le lien qu'on peut faire entre la psycho et la philo, je trouve, qui est intéressant. Ouais. Et par rapport au sophos aussi, c'est un peu, tu peux avoir des personnes aussi qui arrivent parfois en thérapie et qui ont essayé certaines recettes, mais ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché, non. C'est vrai, il y en a qui essayent parfois vraiment beaucoup, hein. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour le courage de ces personnes, parce que tout d'abord, elles essayent seules, par toutes sortes de moyens, de trouver une solution à ce qui les embête dans leur vie. Et, et je sais que la plupart du temps, quand quelqu'un arrive en thérapie, c'est qu'il a déjà essayé toutes sortes de choses. Et ce courage-là d'aller chercher de l'aide, parce que c'est reconnaître aussi une forme de vulnérabilité, bah tiens, j'ai pas réussi. Et j'ai besoin de demander l'aide de quelqu'un. Et donc ça, pour moi, c'est hyper courageux aussi. Ouais, ouais. Et c'est de l'humilité aussi. C'est de l'humilité, oui. Et puis ben, de dire, ben, en fait, est-ce qu'il existe une seule recette idéale du bonheur? Eh bien non, peut-être pas. On va voir, hein, on verra la définition du bonheur après. Hein, mais Mm. est-ce que et s'il n'en existe pas, est-ce que ça veut dire qu'alors le bonheur ne serait qu'un idéal? Ça peut être un peu désespérant de penser ça. Et c'est intéressant parce que c'est une question que les philosophes se posent, mais qu'on peut aussi se poser quand on vient en thérapie. Est-ce que c'est juste un idéal? Oui, c'est ça. Ça peut être, ça peut réveiller pas mal de peur aussi de pouvoir envisager cette possibilité-là. Oui, oui. Des peurs, des émotions, peut-être des tempêtes émotionnelles aussi. Euh, Ça me ramène un peu, c'est vrai que on n'en avait pas discuté, mais ce qui me vient là tout de suite, ça me ramène un peu aussi à l'angoisse de la mort finalement. C'est quelque chose, finalement, et le bonheur et la mort, ce sont deux concepts qui nous suivent pendant toute la vie, quelque part, vu que Mhm. le bonheur étant, la mort étant une finalité inéluctable, en tout cas pour notre dimension corporelle, et, euh, et le bonheur étant cette quête universelle. Je pense qu'il n'y a pas une culture sur cette terre qui n'a pas euh, ce concept euh, ancré en elle.
Tout le monde est en Ouais. quête de bonheur. Tout le monde les groupe. euh, et alors prenons une grande société, disons notre société occidentale par exemple, mais ça peut être aussi juste un pays, une région où est l'individu. Et chacun dans sa dimension est en quête de ce bonheur, je pense, hein. Ça fait partie, c'est un peu viscéral finalement. C'est un peu viscéral. On peut se demander si ça fait pas partie de la nature humaine, finalement, d'être dans cette quête du bonheur, qui prendra différentes formes hein, selon les cultures, mais la quête en elle-même. Oui. Et tu évoquais aussi la mort qui est aussi inéluctable. Et effectivement, ça nous ramène à la question aussi ben, du bonheur-malheur. Que Mm. fait-on en face du malheur? Est-ce que ce serait le dernier mot Mm. ou est-ce que justement on peut trouver un autre chemin? Oui, pour quand même relier à, en tout cas, une forme de bonheur, quelle qu'elle soit. Alors ça, nous verrons dans nos prochaines élaborations, explorations. Est-ce que tu veux définir la psychologie? Oui, alors la psychologie, il y a différentes définitions qui existent. J'ai juste pris les définitions génériques, je vais dire, des dictionnaires. Et la première définit la psychologie comme la discipline qui vise la connaissance des activités mentales et des comportements en fonction des conditions de l'environnement. Et ça nous ramène peut-être justement à toutes ces circonstances de la vie qui nous amènent à ressentir différentes choses, qui envoient ensuite en conséquence des comportements. Euh, et moi, je fais le lien ici avec les personnes qui sont dans un trajet thérapeutique, c'est-à-dire que parfois c'est juste un comportement que la personne a envie de changer, mais elle ne sait pas comment. Ouais. Euh, ou bien des choses qui sont pas très claires. Euh, une deuxième définition de la psychologie, c'est la connaissance empirique, intuitive des sentiments, des idées et des comportements humains. Alors on peut dire que quelqu'un a de la psychologie ou pas, par exemple. Hmm. En tout cas, un sens de la psychologie. Et en ce sens aussi, ben, quand on va en thérapie, c'est un peu ça qu'on fait au départ, c'est observer un peu, tiens, quel est l'état des lieux pour l'instant, hein, quels sont mes comportements, qu'est-ce que je ressens en fait, pourquoi je viens ici? Ah, parce que je ressens quelque chose qui m'embête un peu à un endroit, oui, qui n'est pas Ouais. confortable en tout cas. En tout cas, je pense que le point commun de toutes les personnes qui vont chercher de l'aide, c'est qu'à un moment donné, ça devient vraiment, si pas insupportable, en tout cas inconfortable. Hmm. Oui, c'est ce qui déclenche la venue, Oui, la demande d'aide. oui. En tout cas, moi, Ce qui c'est est, ce que j'observe, oui. ouais. Alors, ce qui est intéressant dans la dernière définition que tu as donnée, c'est que ça fait appel au sentiment, au ressenti. Et ben, la philosophie va faire appel, elle, à la raison. Mais on se rend compte hein, en croisant différents apports et ce qu'on vit dans nos métiers que, en fait, le sentiment et la raison ont quelque chose à faire ensemble aussi. Mm. Et l'un va aider l'autre à pouvoir justement aller vers ce bonheur. Oui, tout à fait. Je pense qu'à un moment donné, quand on arrive à un peu calmer, stabiliser les émotions, en tout cas les amener dans un degré supportable pour être vécu au quotidien, c'est important à ce moment-là de faire appel à la raison, justement, à notre esprit analytique qui peut planifier des choses, analyser vraiment une quantité d'informations et en faire une synthèse. On est quand même, on a quand même un cerveau extraordinaire et c'est bien de ramener à certains endroits de la raison, justement. C'est ce qui va nous permettre après d'opérer des choix dans la Oui, vie, des choix à toutes sortes de niveaux et qui permettent mais justement d'aller de tendre vers ce bonheur qui nous appelle. oui, oui. On reviendra hein, dans nos vidéos sur aussi cette importance de la réflexion, des sentiments et comment C'est l'un et ça, l'autre se placent dans le parcours. Ouais. tout à fait. Mais écoute, Alors, oui. pour en revenir à notre sujet hein, du bonheur, on pourrait définir le bonheur hein,
en philosophie, l'étymologie d'abord du mot, ça vient de bonum augurium en latin, et qui en fait désignait le bon augure, donc quelque part la chance au départ. Donc c'est un peu surprenant, hein, l'origine du mot. Chez les Romains, en fait, les augures, c'était aussi des devins qui disaient quelle était la volonté des dieux et qui interprétaient les signes comme le vol des oiseaux ou d'autres choses pour Mm. dire si c'était de bonne ou de mauvaise augure. Voilà. Et donc le bonheur était identifié au bon augure. Donc quelque part une question de chance aussi. Mm. Ça correspondait à la bonne fortune. C'est ça. Mais de façon plus moderne, on va définir le bonheur plus comme un état psychologique de satisfaction. C'est pas seulement le bon destin qui viendrait de l'extérieur et pour lequel on aurait de la chance, c'est aussi cet état interne qu'on vit où on se sent satisfait. Mais alors le bonheur va considérer une satisfaction qui prend en compte l'ensemble de la vie et qui dure dans le temps. Et cette définition, les philosophes antiques diront aussi satisfaction de l'âme. Et cette définition Mm. va apporter des difficultés par rapport à notre expérience, puisque dans notre expérience, on a une satisfaction en général pour quelque chose de limité, quelque chose qui est limité dans le temps, et pour un domaine partiel de notre vie. Or, le bonheur, dans l'idée qu'on en a, ben, il engage l'entièreté de la vie, la totalité de l'être. Et donc, cette question de satisfaction va nous poser la question aussi des désirs. Le désir, quand un désir est satisfait, on aura une satisfaction. Est-ce que c'est le désir qui va nous amener au bonheur? Mm. Sachant que ces désirs vont toujours être limités et souvent reliés aussi au manque, à une forme de manque. Mm. Voilà donc pour la définition du bonheur et un paradoxe philosophique qu'on rencontre en lien avec cette définition. Mm. C'est intéressant aussi de... Moi, je fais le lien là, quand tu parles de désir, euh, en... parce qu'en thérapie, on fait aussi la distinction entre les désirs et les besoins, par exemple, ou quand un besoin vraiment n'est pas satisfait dans la vie, ça provoque vraiment un mal-être presque instantané, hein, quand... ou alors il peut être lancinant aussi sur la durée, parce que parfois, évidemment, avec notre raison, nous avons appris à être raisonnable justement dans certaines situations. Et puis si ça dure trop longtemps dans le temps, ça peut amener à des situations où à un moment donné, il y a vraiment un trop-plein. Et là, et c'est ce qui en général amène les gens en thérapie, c'est quand il y a un trop-plein. Et, Ouais, euh, et très souvent, ça vient plutôt de l'extérieur, justement. Il y a quelque chose qui, à l'extérieur, vient déclencher un mal-être à l'intérieur de nous. Et, euh, et, et en général, on est souvent focalisé, justement, au départ, en tout cas en thérapie, sur l'extérieur, sur les circonstances, sur ce que quelqu'un a dit, a fait. Euh, et, ça me fait penser aussi un peu à cette quête du bonheur par euh, finalement chercher à l'extérieur la satisfaction de ses désirs. ouais. Mhm. Mais Oui, ça donc on a amène. on a une autre nuance importante dans cette satisfaction, c'est celle qui est amenée de l'extérieur, et alors que peut-être qu'on va en chercher une qui jaillit de l'intérieur, Oui, quand on avance un peu plus vers le bonheur. c'est ça. En tout cas, en thérapie, c'est ça qu'on va chercher. En tout cas, Et moi, oui, mon approche, c'est celle-là, c'est que j'aime mettre en lumière les trésors intérieurs, en fait, que les personnes mm, ont en elles et avec lesquels elles sont parfois un peu déconnectées pour toutes sortes de raisons. Les circonstances de la vie, hein, qui font que on oublie que certaines ressources que nous portons en nous, en fait, tout le temps. oui. Et oui, et donc cette quête du bonheur, elle apparaît universelle à la fois aujourd'hui on peut le voir dans cette quête de bonheur en thérapie, mais les philosophes, beaucoup de philosophes l'ont dit aussi, hein. Pascal disait que tous les hommes désirent être heureux. Évidemment, ils ne savent pas comment y arriver, hein, mais ils le désirent tous. Et Aristote, lui, dans l'Antiquité, disait qu'en fait,
Le bonheur, c'était le souverain bien. C'était vraiment le bien qui est désirable en lui-même, par lui-même, et que je ne vais pas désirer en vue d'autre chose. Hmm. Donc, c'est le bonheur se suffit à lui-même pour combler finalement notre vie. Et chez Aristote, c'est le bonheur qu'on va chercher à travers toute action qu'on fait. Ah oui. Ça veut dire que c'est toujours en vue du bonheur qu'on fait tout le reste. Hmm. Et je trouve cette définition aussi intéressante par rapport à tout ce que tu amènes en lien avec ce que les personnes vivent et pourquoi elles viennent et quelle est leur recherche. Oui, c'est ça, le bonheur dans le faire et dans l'expérience. Mm. On peut tout rattacher en fait à cette quête, hein. Oui, oui, beaucoup de choses en tout cas, hein. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'y arrive pas? Parfois, il y a des réalités qui nous vont pas, hein. On se dit, ben, là, je me sens pas heureux dans une relation, dans une activité. Ben, on va mettre en place des comportements pour essayer d'éviter tout ça. Hmm. Oui, alors les comportements, ils sont divers, hein, parce que finalement, dans le fond, ça peut faire très peur d'aller vérifier à l'intérieur ce qui se passe. Et donc c'est pour ça qu'on est très souvent d'abord focalisé à l'extérieur, évidemment, et puis moi, je vais pas y penser, alors je vais penser à autre chose. Alors dans les cas les plus légers, on va dire, ce sont la distraction, hein, les distractions diverses. Donc je vais regarder la télé, je vais lire un livre, je vais aller rencontrer des personnes avec qui je m'entends bien. Enfin tout pour éviter ben oui, tous les comportements d'évitement en fait. Surtout pour ne pas Hmm. contacter, parce que ça peut faire hyper peur, comme c'est pas très connu, vu que j'ai pas l'habitude d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Alors parfois, on peut être vraiment terrorisé par ça, vu que c'est la source d'un mal-être, donc ça doit être terrible. Et alors là, après, on a dans l'échelle, bon, tous les comportements d'évitement, donc ça peut aller jusqu'aux addictions, les tocs, tout tout ce qui permet de couper un peu de la réalité qui est trop difficile à vivre. Hmm. Et oui. Et c'est intéressant parce que ça nous amène aussi à trois étapes hein, C'est vrai. qu'on a, on s'est rendu compte là, en échangeant hein, qu'il y avait trois étapes qu'on pouvait définir et qui vont d'ailleurs rythmer nos vidéos, hein. Mhm. Et la première, c'est l'accueil. Mm. Sacré morceau, ça accueille justement, accueillir ce qui est présent, ce qui accueillir à travers la parole, déjà dire les choses, parfois c'est compliqué. Aller voir à l'intérieur, ça fait peur, mais les dire, c'est compliqué parfois. Et ce qui va faire que la parole peut se délier, c'est de le faire dans un contexte où il y a quelqu'un en face qui écoute de façon non jugeante, bienveillante, sans condition en fait. Et c'est Mm. cette qualité de présence, notamment du thérapeute, qui fait que quelqu'un peut déposer ce qui se vit en lui. Ouais. Donc, on passera par cette étape de l'accueil hein, qu'on commence déjà aujourd'hui, commencer à accueillir ce qu'on vit. Et on passera, on aura encore, je pense qu'on aura deux vidéos, quelque chose comme ça sur l'accueil. Et puis, on passera aux autres étapes qui sont l'acceptation et puis l'accomplissement. Oui, tout un programme, nous en dirons plus plus Et tard, oui, au moment d'y arriver. Ce sera notre d'accord. cheminement. Oui. Mais il y a un autre philosophe qui est intéressant et qui peut nous poser des bonnes questions ou éclairer certains passages du parcours qu'on fait en thérapie aussi, c'est Emmanuel Kant qui dit qu'en fait le bonheur, ben, quelque part, même si tout homme a ce désir d'être heureux, mais on ne peut jamais vraiment dire d'une façon très concrète et cohérente ce qui va y mener. Qu'est-ce que l'homme désire? Qu'est-ce qu'il veut quand il veut le bonheur? Mhm. C'est un chemin qui va être différent d'une personne à l'autre, parce qu'en fait, on voit que le bonheur, il passerait à travers quelque chose qu'on veut de précis. Mais quand on nous dit, mais est-ce que par exemple, on pense pouvoir être heureux à travers la richesse? Donc on va chercher la richesse.
Mais en fait, en étant riche, on va s'attirer d'autres soucis, d'autres pièges dans la vie qui vont faire que la vie va être compliquée. Ou alors, on va rechercher le bonheur à travers le savoir. Mm. Et on va devenir de plus en plus intelligent ou avec des connaissances. Mais en fait, ces connaissances vont aussi nous amener à voir le monde sous un angle beaucoup plus lucide et peut-être aussi beaucoup plus terrible. Donc, est-ce qu'on Mm. va au final être plus heureux? Ben, on ne le sait pas. Donc, chaque chose concrète dont on imagine que la satisfaire va nous amener à chaque fois vers plus de bonheur, eh bien, quand on va sur ce chemin-là, on n'est jamais sûr que réellement ça va nous mener au bonheur. Mm. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ça nous montre qu'on n'a pas une recette unique, mais qu'en plus, on ne peut pas dire à d'autres personnes, ben voilà, voilà ce qui va rendre heureux. Et même pour soi-même, on ne le sait pas à l'avance. Parce que je peux le réaliser, et puis ben, j'arrive, j'ai réalisé tout ce que je voulais, et puis en fait, je suis toujours pas heureux. C'est une expérience que beaucoup de personnes font. Par exemple, on s'imagine souvent que être riche va rendre heureux, et puis une fois que c'est là, ben ah non, en fait, j'ai toujours du malheur à l'intérieur de moi, je ne suis pas, toujours pas vraiment satisfait. Le fait de dire il y a pas de, il y a pas de norme du bonheur, il n'y a pas une conception normative pour tous, Mm. ce que nous dit Kant, ben ça nous amène personnellement aussi à continuer à réfléchir et continuer à se questionner et aussi se rendre compte que je ne peux pas m'appuyer sur une norme extérieure. Mm. Oui, oui, c'est vrai que quand on parle de normes, ça a forcément une dimension extérieure quelque part. Quelle qu'elle soit la norme, qu'elle soit, que ce soit une loi établie ou même des coutumes, des us et coutumes dans des sociétés ou des familles même. Mais ça reste quelque chose qui est extérieur et dans lequel on est amené par le processus de sociabilisation, là, quand on est enfant et puis encore un peu plus jeune, qu'on est amené à accepter quelque part comme quelque chose de, d'établi. Euh, et, et finalement, ben, le thérapeute non plus n'a pas de recette toute faite. Et oui, Euh, donc, il y a parfois des personnes qui espèrent peut-être arriver dans un chemin thérapeutique et qu'on leur donne une formule magique, mais la réalité, c'est que c'est chaque consultant qui vient et qui part son chemin en reconnectant à l'intérieur de soi, de ce qui se passe à l'intérieur, que on trouve sa propre recette en fait. En tout cas, une recette du bonheur, oui. c'est vraiment un chemin, que c'est une expérience à vivre et on est réellement des philosophos sur ce chemin. On n'est pas des sophos, on est philosophos, on ne sait pas, on le désire et en faisant le chemin, euh, on trouve et en accompagnant les personnes aussi, tu les accompagnes sur leur propre chemin, donc tu es le témoin, mais tu n'es pas le sophos. Exactement. Moi, j'aime me définir comme révélatrice de talent et c'est vraiment là que je trouve ma juste place dans tout ce processus. C'est un beau parcours. Oui, en tout cas pour chacun, oui. Mais on fait un peu la même chose quand on se laisse, je trouve, quand on se laisse interroger par les philosophes. C'est aussi un peu une recette individuelle qui ressort à la fin. Comment j'appréhende ce que la philosophie peut m'apporter, comment je peux aussi mettre en pratique dans la vie, hein, parce que finalement, c'est un peu à ça qu'elle nous sert aussi, cette philo. C'est de, de l'amener dans le quotidien. Et, euh, Oui, et chacun, et c'est vraiment un processus individuel aussi. C'est encore oui. un point commun avec la psycho. C'est un processus individuel et qui peut être très profond parce qu'il va remettre en question des choses qu'on croit, de ce qu'on pense savoir en fait et qu'on ne sait pas. Tout à fait. Donc c'est déstabilisant, hein, ça, je pense que autant la philosophie que la thérapie peuvent nous mettre devant une forme d'incertitude et une incertitude qui est évidemment à accueillir. Oui. Et mais ça m'amène peut-être qu'on pourrait faire l'exercice maintenant. Parce que c'est vrai on ne vous l'a peut-être pas annoncé, mais ce qu'on va vous proposer à la fin de chaque vidéo, c'est un exercice que vous pouvez continuer et reproduire à la maison et une lecture
euh, pour nourrir l'esprit aussi. L'exercice sera plus corporel et la lecture, bah oui, philosophique. Euh, donc, parce qu'une des manières de reconnaître ce qui se passe aussi, parce qu'on a un peu oublié le corps, nous, en Occident, hein, on l'utilise plus trop, il est un peu au banc des bannis. Et moi, j'ai vraiment bien aimé l'approche que nous avions apprise dans les cours de psychothérapie que nous avons suivis. C'était vraiment de passer par le corps. Et une des façons qu'on peut faire, c'est qu'on peut le faire maintenant d'ailleurs, juste faire ce que j'appelle un body scan, donc observer dans le corps comment c'est. Euh, Est-ce qu'il y a, en passant, on peut faire de la tête aux pieds ou de la tête aux pieds, donc ou des pieds à la tête, ça c'est comme on veut. Mais juste porter l'attention sur toutes les parties, chaque partie euh, l'une après l'autre, donc la tête, le cou, les épaules, les bras, je sais pas, le tronc, et observer s'il y a un endroit qui est un peu plus répondant, s'il y a des sensations un peu plus fortes dedans, et est-ce qu'elles sont plutôt agréables, plutôt désagréables. On peut y mettre encore d'autres définitions, hein. Est-ce que ça chauffe, ça pique, c'est froid, ça grésille, ça pétille. Il y a beaucoup de mots finalement qu'on peut mettre aussi dessus. Et, euh, et la deuxième partie de l'exercice, maintenant qu'on a fait ça juste de façon neutre, observer juste ce qui est, accueillir ce qui est, ça passe aussi par le corps. C'est euh, Bah, je vais vous proposer de juste repenser dans la semaine qui vient de se dé- d'écouler, je vais y arriver, de juste reconnecter à un petit moment de bonheur que vous avez vécu. Et ça ne doit pas être une immense victoire, ça peut être juste un petit instant furtif aussi, ça marche. Et juste reconnecter à ce moment-là. Et de la même façon, faire un body scan et observer dans le corps comment c'est quand vous vous reconnectez à un instant de bonheur. Donc, est-ce qu'il y a des sensations particulières qui apparaissent? Peut-être à un endroit bien précis aussi. Et vous pouvez prendre deux, trois respirations un peu plus amples, vraiment prendre le temps de respirer. Et imaginez que vous avez un bouton comme sur les radios avant, un bouton de volume. Et en tournant ce bouton de volume, peut-être que vous allez parvenir à encore mieux vous connecter à ce moment de bonheur. Et peut-être que les sensations vont un peu s'amplifier aussi. Et une manière de les accueillir encore un peu plus, c'est de reconnecter à votre cœur qui est là au centre du corps, qui, depuis vos premiers instants de vie, bat à son rythme jusqu'au dernier souffle, il est là. Et à partir de ce cœur vivant, eh bien, accueillir ce qui est présent. Et vous pouvez faire appel à la belle machine qui est le cerveau pour enregistrer toutes ces informations. Et puis reprendre petit à petit, à votre rythme, une respiration peut-être un peu plus tonique et revenir dans l'ici et maintenant, dans nos explorations psychophilo. Merci, Michel, pour cet exercice. Mais avec plaisir. Je pense que tu nous as préparé un texte, Séverine. Oui, un texte d'Aristote, Hmm. Le bonheur comme souverain bien. Oui, Je vous le lis. chouette. Dans toute action, dans tout choix, le bien, c'est la fin, car c'est en vue de cette fin qu'on accomplit toujours le reste. Par conséquent, s'il y a une chose qui soit fin de tous nos actes, c'est cette chose-là qui sera le bien réalisable.
Et s'il y a plusieurs choses, ce seront ces choses-là. Puisque les fins sont manifestement multiples et que nous choisissons certaines d'entre elles, par exemple la richesse, les flûtes et en général des instruments, en vue d'autres choses, il est clair que ce ne sont pas là des fins parfaites, alors que le souverain bien est de toute évidence quelque chose de parfait. Il en résulte que s'il y a une seule chose qui soit une fin parfaite, elle sera le bien que nous cherchons. Et s'il y en a plusieurs, ce sera la plus parfaite d'entre elles. Or, ce qui est digne d'être poursuivi par soi, nous le nommons plus parfait que ce qui est poursuivi pour une autre chose. Et ce qui n'est jamais désirable en vue d'une autre chose, nous le déclarons plus parfait que les choses qui sont désirables à la fois par elles-mêmes et pour cette autre chose. Et nous appelons parfait au sens absolu ce qui est toujours désirable en soi-même et ne l'est jamais en vue d'une autre chose. Mm. Or, le bonheur semble être au suprême degré une fin de ce genre, car nous le choisissons toujours pour lui-même et jamais en vue d'une autre chose. Au contraire, l'honneur, le plaisir, l'intelligence ou toute vertu quelconque sont des biens que nous choisissons assurément pour eux-mêmes, puisque même si aucun avantage n'en découlait pour nous, nous les choisirions encore, mais nous les choisissons en vue du bonheur, car c'est par leur intermédiaire que nous pensons devenir heureux. Mm. Par contre, le bonheur n'est jamais choisi en vue de ses biens, ni d'une manière générale en vue d'autre chose que lui-même. Mm. Voilà, bonne matière à intégration et réflexion. Se laisser étonner, Tout à fait. Émerveillé. émerveiller et mettre du sens. Mm. Merci pour cette lecture, Séverine. Merci, merci pour ces entretiens, Michel. Mm. Oui. Et puis,